Alors, on corrige le premier exercice de cette première épreuve du concours blanc. Donc, un exercice issu d'une épreuve HEC, voie E, mais HEC quand même. Bon. Un petit exercice sur une histoire d'espace vectoriel de polynômes, donc normalement pas de difficulté majeure. Alors, première question, même si c'est HEC, vous voyez que ça peut commencer par des questions très simples. Rappelez la dimension de E. La dimension de E, c'est-à-dire de R3 crochet X, vaut 4. Je vous rappelle que la dimension de Rn crochet X, c'est n plus 1. Et donc on a répondu à la première question. Deuxième question, deuxième partie de la première question. Montrez que F est un endomorphisme. Là aussi, il n'y a pas de difficulté majeure. On va se donner un réel lambda et P et Q, deux polynômes de E. Et on va s'intéresser à F de lambda P plus Q de X, c'est-à-dire moins 3x lambda P plus Q de X plus X carré lambda P plus Q prime de X, c'est-à-dire, alors si je mets le lambda devant, je vais avoir lambda facteur de moins 3x P de X, moins 3x Q de X. Alors bien sûr, on pourrait aller plus vite, hein, plus lambda x carré P' de X, plus x carré Q' de X. C'est-à-dire lambda facteur de moins 3x P de X, plus x carré P' de X, moins 3x Q de X, plus, il n'y a pas de moins ici, plus moins 3,1 plus x carré Q' de X. Et je trouve lambda F de P de X plus F de Q de X. D'où F est linéaire. On n'a pas montré qu'on avait un endomorphisme, on a juste montré pour le moment que F était linéaire. Maintenant, il faut montrer que pour tout P appartenant à R3 crochet X, F de P est dans R3 crochet X. Alors parfois c'est évident, parfois ça l'est moins, notamment ici parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on multiplie P de X par X et P' par X carré, donc il y a un risque d'avoir un polynôme de degré plus important que 3. Donc je vais me donner soit P un polynôme de E, donc il existe 4 coefficients, tels que P de X soit égal à A3x3 plus A2x carré plus A1x plus A0. On a donc P' de X qui est égal à 3A3x carré plus 2A2x plus A1. D'où F de P de X vaut moins 3x multiplié par P de X plus x carré multiplié par P'. Et on va trouver donc moins 3A3x puissance 4, moins 3A2x au cube, moins 3A1x carré, moins 3A0x, plus 3A3x puissance 4, plus 2A2x au cube, plus A1x carré. Et donc on va trouver les x puissance 4 s'en vont. Il va nous rester donc moins A2 x carré, moins 2A1x, moins 2A1x, ici c'était pas des x carré, c'était des x au cube, moins 3A0x.
Et donc ça, bah, c'est un polynôme qui est dans R3 crochet X, puisqu'il est de degré au maximum 3. Finalement, F est un endomorphisme de E. Question suivante. Déterminer la matrice M de F dans la base canonique. Bon. Pour ça, je vais calculer F de 1. C'est-à-dire que je vais avoir moins 3x plus x carré multiplié par 0, c'est-à-dire moins 3x. Je vais calculer f de x. Alors, c'est un petit peu mal écrit. Donc, je vais avoir moins 3x au carré plus x carré multiplié par 1, donc plus x carré, ce qui va me faire moins 2x carré. Ensuite, je vais calculer f de x carré. Donc, je vais avoir moins 3x multiplié par x carré, donc moins 3x au cube, plus x carré multiplié par 2x, c'est-à-dire 2x cube moins 3x cube, je vais avoir moins x cube. Et puis, pour finir, il me faut f de x au cube. Donc, je vais avoir moins 3x puissance 4, plus x au carré multiplié par 3x au cube, ce qui me fait moins 3x puissance 4 plus 3x puissance 4, 0. Et tout ça, ça me permet d'écrire la matrice M demandée. Alors, pour la matrice, pour les bases canoniques, il y a deux façons de l'écrire en fait. Soit j'écris 1x, x carré, x cube, soit j'écris x cube, x carré, x et 1. En fait, ça va revenir au même plus ou moins. Alors, la matrice sera différente, mais le résultat final sera le même. Donc, moins 3x, donc j'ai 0 en constante. J'ai moins 3 en x, j'ai 0 et j'ai 0. Ensuite, j'ai 0 en constante, j'ai 0. J'ai moins 2 en x carré et j'ai 0. Ensuite, j'ai 0, j'ai 0, j'ai 0 et j'ai moins 1 en x cube. Et pour finir, j'ai du 0 partout. Remarquez que les colonnes écrites à l'envers, donc colonne 0, colonne qui se termine par moins 1, colonne avec l'avant-dernier à moins 2 et colonne avec le deuxième à moins 3 pour finir, donc tout à droite, c'est une version qui sera acceptée. Il n'y a pas une unique réponse à cette question. Il y en a deux. Enfin, après on peut ranger les vecteurs de la base canonique dans un autre ordre, mais là je ne vois pas d'intérêt à ça. Question D. La matrice est-elle inversible? Est-elle diagonalisable? Bon. La matrice est inversible? Bah, clairement pas. Hein. M n'est pas inversible. Il y a plusieurs raisons à ça. Soit vous avez une colonne de 0, soit vous avez une diagonale nulle et que la matrice M est triangulaire, inférieure certes, mais triangulaire. M n'est pas inversible car elle contient une colonne de 0. Ensuite, pour la diagonalisabilité, il y a plusieurs façons de faire. Une façon, comme toujours, brute, force brute, où on va chercher les valeurs propres, on va chercher les vecteurs propres, et puis on verra après les choses. Et bien sûr, il y a une façon un petit peu plus maligne. Et dans une épreuve HEC, c'est plutôt le côté astucieux qui sera privilégié. Donc M est triangulaire. Ses valeurs propres sont donc ses coefficients diagonaux. Donc, le spectre de M, ici, bah, je n'ai qu'un seul coefficient diagonal, c'est 0. C'est 0. Bon. Si jamais M était diagonalisable.
alors M est semblable à une matrice avec ses coefficients diagonaux qui sont les valeurs propres, donc à la matrice nulle. On a donc, il existe P inversible tel que M égale P multiplié par la matrice nulle multiplié par P-1 qui vaut la matrice nulle, ce qui est contradictoire. Donc M n'est pas diagonalisable. La question d'après, la partie d'après de la question peut vous induire en erreur. On vous demande de calculer pour tout n appartenant à n étoile, m à la puissance n. Et souvent, ça c'est quelque chose que l'on fait quand la matrice est diagonalisable. On diagonalise, et puis dans ce cas-là, on a la matrice diagonale à la puissance n à calculer, et puis on remultiplie par p et par p-1, et on a notre matrice m à la puissance n. Sauf que là, on ne peut pas faire ça comme ça. Donc il va falloir qu'on trouve un autre moyen. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va calculer m au carré. Donc on a 4 0, ensuite c'est 3, 2, 1, donc moins 3, 0, 0, 0, 0, moins 2, 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, multiplié par la même. Ma première ligne c'est que des zéros, je multiplie par n'importe quoi. J'aurai donc une première ligne qui sera composée que de 0. Ensuite, ma deuxième ligne, donc je vais avoir moins 3 multiplié par 0, plus 0 fois le reste, ça va me faire 0. Ensuite, comme mon premier coefficient de la première ligne vaut 0, j'aurais pu multiplier par moins 3, ça me fera une deuxième ligne qui ne sera composée que de 0. Ensuite, la troisième ligne multipliée par la première colonne, je vais obtenir 6. Multiplié par la deuxième colonne, je vais avoir 0. Et ainsi de suite. La troisième ligne, je multiplie ça par la première colonne, je vais avoir 0. Par la deuxième, je vais avoir 2. Et je vais avoir 0 et 0. Bon. Donc là, vous remarquez que j'obtiens ça. La sous-diagonale que j'avais dans la matrice M a été décalée d'un cran. Donc je vais calculer M au cube. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6, 1, 2, 0, 2, 0, 0. Et je remultiplie ça par ma matrice M. Mes deux premières lignes sont des zéros. Donc là, je vais avoir deux lignes de 0. Ensuite, la troisième ligne qui commence par un 6, mais la première ligne commence par 0, donc ça me fait encore une ligne de 0. Ensuite, la dernière ligne, je vais avoir moins 3 multiplié par 2, ce qui va me faire moins 6. Ensuite, je n'ai plus que des 0. Et on va regarder ce qui se passe pour m à la puissance 4. Si vous avez compris ce qui s'est passé avant, on va avoir la matrice nulle. Donc déjà, j'ai 3 lignes de 0. Ensuite, je multiplie par moins 6, mais comme ma première ligne vaut 0. Et donc, finalement, qu'est-ce que j'obtiens pour tout n appartenant à m étoile? Donc j'ai m qui est égal à cette matrice. M carré qui est égal à
Il y a 6 et 2 ici. Vous avez m au cube qui est égal, il ne me reste que moins 6 ici. Et à partir de n égale 4, m puissance n, qui sera la matrice nulle de M3 de R. Et on a bien calculé toutes les puissances, énième, toutes les puissances de la matrice M. Pour 0, c'était l'identité. Hop, hop. Question E. Précisez le noyau ker F de F ainsi qu'une base de ker F. Bon, bah, très bien. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, il y a plusieurs façons de s'y prendre. En fait, soit j'utilise la matrice, ce qui paraît être la méthode la plus simple dans la mesure où eh bien, on a la matrice. Sinon, on peut écrire P comme un polynôme et utiliser le f de P de x qui est ici. Remarquez que ça va peut-être être plus simple. Donc on a dit A0 plus A1x plus A2x carré plus A3x cube appartenant à R3 crochet x, appartenant plutôt à ker de f. Alors c'est pas faux, c'est dans R3 crochet x, mais moi je veux plutôt que ce soit dans ker de f. F de P de x, on a dit que c'était, il reste pas grand chose. Où est-ce que c'est? Moins A2x cube, moins 2A1, alors, moins A2x cube, moins 2A1x carré, moins 3A0x. Et ça, je veux que ce soit égal au polynôme nul. Donc si et seulement si, eh bien A0 égale A1 égale A2 égale 0. Donc finalement, il n'y a que A3 qui n'est pas nul. D'où ker de f est engendré par x cube. Et bien sûr, j'en ai une base, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout donné en même temps. F, bah, si on regarde bien, l'image de f, c'est quelque chose qui est engendré par x cube, x carré et x en fait. Soit P A0 plus A1x plus A2x carré plus A3x cube appartenant à E, alors f de P de x est égal à moins A2x cube moins 2A1x carré moins 3A0x. J'ai donc im de f qui va être inclus dans vect de x cube x carré x. Si je prends un polynôme P qui appartient à vect de x cube x carré x, alors il existe trois réels que je vais noter alpha, bêta, gamma, tels que P de x est égal à alpha x cube plus bêta x carré plus gamma x. Et avec ça, je vais fabriquer un A0, un A1, un A2. Posons. Alors, je ne vais pas l'appeler P, je vais l'appeler Q. Donc, mon A2 va devenir le alpha. Je n'ai pas de A3, donc je ne vais pas m'enquiquiner à en prendre un. Je vais avoir moins alpha x carré. Ensuite, mon 2A1
devrait être égal à bêta. C'est ça, et 2 à 1, ça va faire le coefficient en x. Donc je dois avoir moins 2 à 1 qui est égal à bêta. Donc A1 qui est égal à moins 1 demi de bêta. Et ensuite, j'ai moins 3, 0, je vais avoir moins 1 tiers de gamma. Alors, je l'ai fabriqué pour que ça marche. F de Q de x est égal à alpha x au cube, moins 2 fois moins 1 demi de bêta, donc plus bêta x carré, moins 3 fois moins 1 tiers, donc plus gamma x. Donc, P appartient à im de f. Conclusion. Im de f, c'est vect de x cube, x carré x. Or, x cube, x carré x est échelonné. Donc libre. C'est une base. C'est donc une base de im de f. Autant quand il n'y en avait qu'un seul, c'est pas la peine de justifier qu'il y ait une base, puisque sauf si on a le vecteur nul, c'est forcément le cas. Quand il y en a plusieurs, ça vaut le coup. On a terminé cette première question. Vous voyez qu'il n'y avait pas de difficulté majeure. Deuxième question. On note ID et vecteur nul, l'endomorphisme identité, l'endomorphisme nul, donc des notations très classiques, mais surtout dans les épreuves HEC, ils aiment bien rappeler ces choses-là. Et pour tout endomorphisme de V, on pose V puissance 0 égale l'identité, et pour tout cas, bref, on nous rappelle des choses qui sont évidentes, des choses que l'on utilise tout à fait clairement, donc il n'y a pas de notation ambiguë là-dedans. On nous donne 2 endomorphismes qui vérifient un certain nombre de choses. Première question, soit P un polynôme de E tel que P n'est pas dans ker de U cube, très bien. Montrer que la famille P, U de P, U carré de P, U cube de P est une base de E. Bon. Notre espace vectoriel E, c'est un espace vectoriel de dimension 4. On a 4 vecteurs, donc on n'a qu'à montrer que la famille est libre ou qu'elle est génératrice. Montrons que P, U de P, U carré de P, U cube de P est libre, comme elle contient 4 vecteurs, on en déduira que c'est une base de E. Donc pour ce faire, je vais me donner 4 réels, A, B, C, D, appartenant à R4, tels que AP plus B, U de P, plus C, U carré de P, plus D, U cube de P, est égal au polynôme nul. Bon. Alors on ne sait pas ce que c'est que U, mais on a quand même des informations. On sait par exemple que U puissance 4 est égal au vecteur nul. Ça n'est pas le cas de U au cube, et ainsi de suite. Bon. P n'est pas dans ker de U au cube, on nous le dit. Donc on sait que U cube de P n'est pas égal au vecteur nul. On va composer tout ce petit monde-là par U. Par U. On a donc A U de P plus B U carré de P plus C U cube de P plus D U4 de P qui est égal à 0. Or ça, c'est le polynôme nul. Ensuite, on recompose par U. Je vais donc avoir A U carré de P plus B U cube de P
qui vaut 0, puisque j'aurai du CU puissance 4, et on recompose encore une fois. Je vais avoir AU cube de P, qui est égal à 0. Or, P n'appartient pas au noyau de U cube, donc U cube de P n'est pas égal au polynôme nul. C'est donc A qui est égal à 0. Et ensuite, on va remonter. Je sais que A vaut 0. On remonte d'un cran. On obtient alors B U cube de P qui est égal à 0. Mais U cube de P n'est toujours pas égal à 0. D'où B égale 0. Je sais que A égale 0, que B égale 0. Je remonte d'un cran. On a alors C U cube de P qui est égal à 0, d'où C égale 0. Et de même, donc il ne reste dans mon égalité de départ que DU cube de P égale 0, c'est-à-dire que D égale 0. Finalement, la famille est libre. C'est donc une base de E. P. Ça, c'est un grand classique. Je pense que je l'ai déjà donné en colle. Il me semble qu'on a fait un exercice, ou qu'il était dans le TD, je ne sais plus, qui avait des choses en commun avec ça. P, U de P, U carré de P, alors pas formulé exactement de la même façon, est une base de E. Question B. Question B. On ne dit rien d'autre. Montrer que G est un automorphisme de E. Déterminer l'automorphisme réciproque G-1 en fonction de U. Alors, qu'est-ce que l'on a comme information? On sait que G, c'est l'identité, plus U carré, plus U cube. Bon. Pour montrer que G est un automorphisme, en théorie, il faudrait montrer que G est linéaire, que G est un endomorphisme, et ensuite que G est bijective. Mais on nous dit déjà que G est un endomorphisme de E. Donc G appartient à L de E. Il nous suffit de montrer la bijectivité. Montrons que G est bijectif. Comment faire? C'est un endomorphisme, donc on peut s'intéresser au noyau de G. Je me donne P. Dans le noyau de G, on a donc P plus U de P plus U carré de P plus U cube de P est égal au polynôme nul. Mais, cette famille est libre. Donc la somme ne peut pas être égale à 0, sauf si jamais tous les polynômes en question sont le polynôme nul. Comme la famille P, U de P, U carré de P, U cube de P, alors comme c'est une base, mais surtout comme c'est une famille libre, est libre, alors on ne peut pas avoir de somme nulle sans que tous les éléments soient nuls. Alors on a nécessairement P égale U de P égale U alors pas tout à fait.
est libre dans un certain cas. J'ai voulu aller un petit peu vite. Est libre. Si jamais est libre si P n'appartient pas à quart de U cube. Donc, ici, bah, comme j'ai ça, hein, on a nécessairement P dans quart de U cube. D'où P plus U de P plus U carré de P qui vaut 0. Comme toujours, on va composer. Donc, U de P plus U carré de P est égal à 0. Et je recompose encore une fois. Et donc, U carré de P égale 0. J'ai donc P qui est dans quart de U carré. Si P est dans quart de U carré, d'où bien P plus U de P est égal à 0. Je compose par U. Et donc, U de P plus U carré de P égale 0. P est dans quart de U. Si P est dans quart de U, ben comme j'ai P plus U de P, on en déduit que P égale 0. C'est toujours le même principe. Hein. Je pars de cette égalité-là. Je compose... alors je compose, j'aurais pu faire la composition plusieurs fois, mais comme je sais que la famille, ici, elle est libre, si jamais P n'est pas dans quart de U cube, bah donc j'en déduis que j'ai une égalité qui caractérise le fait que la famille est liée, donc c'est forcément que P est dans quart de U cube. Bon. Si P est dans quart de U cube, cette partie-là vaut 0, donc il me reste que ces trois-là. Je compose avec U, et j'obtiens ce qui est écrit ici, hein, U plus U carré de P égale 0. Bon. Et ensuite, je recompose par U cette égalité-là. Si je recompose cette égalité-là, alors j'aurais peut-être dû préciser un petit peu plus pour ceux qui vont regarder que le corriger. Donc, U carré de P plus U cube de P égale 0. D'où U carré de P égale 0. P dans quart de U carré, puisque U cube de P vaut 0. P dans quart de U cube. Et ensuite, je refais avec le même principe. Donc, je sais que P est dans quart de U carré, donc ça vaut 0. Dans quart de U cube, donc ça vaut 0. Il me reste P plus U de P. Et même chose, je vais composer par U. Et je vais obtenir U de P plus U carré de P qui vaut 0. Ce qui fait qu'il ne me restera plus que U de P égale 0. Ici, à chaque fois, on compose par U. Et donc, si U de P, U carré de P, U cube de P, il ne me reste que P égale 0. Et j'en déduis ce qui m'intéresse, à savoir le noyau. Quart de G est réduit au vecteur nul. Alors en théorie, c'est vrai que je n'ai écrit qu'une inclusion, mais comme j'ai un sous-espace vectoriel, l'autre inclusion est immédiate. Comme G est un endomorphisme, donc ici G est donc injectif. Comme G est un endomorphisme d'un espace de dimension finie, G est également G surjectif et donc bijectif. Tout ça, c'est donné par le théorème du rang en fait. G est donc un automorphisme de E. Alors, pour
pour chercher notre endomorphisme réciproque. Donc je vais me donner un, alors je vais éviter de l'appeler P, je vais Q appartenant à E. J'ai donc G de Q qui est égal à Q plus U de Q plus U carré de Q plus U cube de Q. Bon. Maintenant, G-1, il faut voir comment, à partir de ce Q plus U de Q plus U carré de Q plus U cube de Q, on peut revenir à Q. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que dans G de Q, on a déjà Q. Donc ce qu'il faudrait, c'est simplement pouvoir retirer le reste. Comment est-ce qu'on peut retirer le reste? Eh bien, en retirant U de Q, U carré de Q, U cube de Q. Mais si on regarde ici, les puissances, elles sont croissantes. Et si je retire à cette chose-là U de la même chose, j'obtiens quoi? Eh bien, j'obtiens U de Q, U carré de Q, U cube de Q et U4 qui vaut 0. Donc ça devrait fonctionner. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer identité moins U de cette chose-là. Je vais obtenir quoi? Je vais obtenir Q plus U de Q plus U carré de Q plus U cube de Q moins U de Q moins U carré de Q moins U cube de Q moins U4 de Q qui vaut 0. Et donc je trouve Q. D'où G-1, c'est l'identité, alors on nous dit de l'appeler identité de E, moins U. C'est un petit peu astucieux, mais ça fonctionne assez bien. Voilà pour cette question B. Question C. Établir que ker de U égale ker de G moins l'identité. Très bien, c'est une égalité. Donc je vais prendre P appartenant à ker de U. Bon. Qu'est-ce que je peux dire de ça? On a donc U de P qui vaut 0. Très bien. Et il faudrait que je montre qu'on est dans ker de G moins l'identité. Donc je vais calculer, moi, G moins l'identité de P. J'ai donc G de P moins P, c'est-à-dire P plus U de P plus U carré de P plus U cube de P moins P. Alors je sais que U de P égale 0. Et donc il me reste U carré de P plus U cube de P. Or, U de P égale 0, donc en composant par U, je vais obtenir U carré de P égale 0 et U cube de P égale 0. D'où G moins l'identité de P égale 0. Finalement, j'ai montré que ker de U est inclus dans ker de G moins l'identité. Pour l'inclusion réciproque, je vais me donner cette fois P appartenant à ker de G. À ker de G, ça ne marchera pas, puisque c'est ker de G moins l'identité. On a donc, si je regarde ce qui est écrit ici, alors cette fois, j'ai plus forcément U de P qui vaut 0, mais j'ai U de P plus U carré de P plus U cube de P qui vaut 0. U de P plus U carré de P plus U cube de P qui est égal à 0. Et je dois montrer que U de P égale 0. Et je vais utiliser un petit peu la même astuce. Je vais composer une fois par U. On a donc, je compose une fois par U.
et je compose une deuxième fois par U. J'ai donc U qui est dans quart de U cube. D'où ça vaut 0. J'ai donc U carré de P qui est égal à 0. Et comme U carré de P égale 0, il me reste U de P égale 0. J'ai donc U qui est P pardon qui est dans quart de U. Donc quart de G moins l'identité est inclus dans quart de U. Et donc pour finir, j'ai bien mon égalité. Quart de U égale quart de G moins l'identité. C'est bon pour cette question-là. Question D. Montrer que 1 est la seule valeur propre de G. Très bien. Qu'est-ce qu'on sait sur quart de U? Eh bien, vous avez U puissance 4 qui est l'identité. Et donc, ça fait que vous allez avoir comment dire, quart de U qui va être différent du vecteur nul. Comme U puissance 4, c'est l'identité, c'est l'application nulle. Donc il existe un certain P non nul. Alors attention, hop. Et que U cube de P est différent de 0. Alors, vous avez donc U de U cube de P qui est égal à 0. U cube de P appartient à quart de U. Comme U cube de P n'est pas nul, alors dim de quart de U est supérieur ou égal à 1, d'où il en va de même pour le noyau de G moins l'identité. Et donc 1 est une valeur propre de G. Maintenant, il faut montrer qu'il n'y en a pas d'autres. Comment faire pour montrer ça? Je vais m'intéresser à une autre valeur propre de G. Soit lambda une valeur propre de G. Donc, il existe P non nul, tel que G de P est égal à lambda P. Très bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? On va le faire par l'absurde. Supposons que lambda ne soit pas égal à 1. Bon. Si lambda n'est pas égal à 1, on a donc G de P moins lambda P qui vaut le polynôme nul. Bon. C'est-à-dire P plus U de P plus U carré de P plus U cube de P moins lambda P, il ne faut pas l'oublier, est égal au vecteur nul, c'est-à-dire 1 moins lambda P plus U de P plus U carré de P plus U cube de P est égal à l'application nulle. Bon, polynôme nul, on devrait plutôt dire. Et donc, je vais appliquer, comme je l'ai fait presque à chaque fois, U carré, U, d'où on peut appliquer directement U au cube. 1 moins lambda, finalement U au cube de P,
va être égal au vecteur nul. Et là, il peut se passer deux choses. Donc, soit lambda égale 1, soit P appartient à quart de U au cube. Donc forcément, P va être dans quart de U au cube. Et donc, on a quoi? 1 moins lambda P plus U de P plus U carré de P est égal au vecteur nul. Bon, très bien. J'applique U carré, donc je vais avoir 1 moins lambda U carré de P est égal au vecteur nul. Donc P, pour les mêmes raisons, appartient à quart de U carré, puisque lambda peut pas être égal à 1. On a presque terminé. Et donc, j'ai donc 1 moins lambda P est égal au vecteur nul. Donc soit P est égal au vecteur nul, mais c'est pas possible, soit lambda égale 1, c'est pas possible non plus. Donc, soit P est égal au vecteur nul, impossible, impossible contradictoire, soit, on peut marquer, plutôt que ça, plutôt que faire deux contradictoires, marquer or P différent du vecteur nul, donc lambda égale 1, ce qui est contradictoire. Si je prends lambda différent de 1, j'arrive à lambda égale 1, j'ai une contradiction. Donc 1 est bien la seule valeur propre de G. Et voilà pour ce premier exercice qui n'était pas si compliqué. Il y avait une petite astuce, mais dont ça ne sert pas vraiment pour G-1.